Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais très bien. Guy, tu sais qu'il y a tout près de 10 ans, parce que là on est à la fin du mois d'octobre, on enregistre avec probablement une des personnes qui a fait le plus de podcasts avec nous, Laurent Duveau. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut. Oh, je suis pas sûr, mais j'en ai fait une coupe. Ah, écoute, t'en as fait pas mal, là. Et j'expliquais à Laurent, je dis, écoute, on fête notre 10e anniversaire parce que nous, le show a commencé en novembre 2004. Et là, dans les prochains jours, novembre 2014 va arriver. Donc, Guy, 10 ans de podcast. Et c'est moi qui étais le premier invité. Oui. Là, le premier ou le deuxième? T'étais le deuxième, Le parce que c'était deuxième, Éric le Côté deuxième. qui était le premier. Ouais, Éric, c'est ça. T'as enregistré avec Éric Côté, puis ensuite il est devenu ton co-host pendant 2 ans, presque. 2 ans. Moi, j'étais le deuxième invité. Puis Écoute, t'avais parlé de programmation de... VSTO. Ouais. Je m'en souviens comme c'était hier. On enregistrait au l'autre bout de la planète. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Là. Pourquoi c'était compliqué? C'est parce que la technologie n'était pas comme elle Portable, était. là, comme elle l'est présentement. Là, on a notre petit studio d'enregistrement qu'on déplace un peu partout. Là. Puis c'est maintenant très facile. Ouais. Puis je Si pense... si je comprends bien, ce soir, Guy, t'es aussi invité, finalement. Bouclé, après 10 ans. Là, ça fait 8 ans que Guy fait des podcasts. Ouais, Nous, on fait quoi? Un podcast par mois. On tient le rythme. Puis je dirais que la raison pour qu'on le fait encore, Guy, c'est que... En tout cas, je vais parler pour moi. Tu pourras confirmer si toi, ça te va. Mais moi, il y a deux choses. Le plaisir de la rencontre avec l'invité. C'est pour ça qu'on fait toujours les enregistrements en personne. Il y a des gens qui disent on pourrait le faire au téléphone. Ils disent non, on veut rencontrer la personne, on veut avoir un contact. Mais outre ça, c'est qu'il n'y a pas une émission à date que j'ai fait où j'ai pas appris quelque chose. Oui. Mais des fois, j'ai l'air stupide un peu. Là. Je fais comme je savais pas ça. Ben, moi, c'est ce que je trouve super intéressant dans notre métier, là, globalement, c'est qu'on apprend des choses quasiment tous les jours. Peu importe ce qu'on fait dans l'informatique ou les technologies, on apprend tous les jours des choses. En fait, si on cesse d'apprendre dans ce métier-là, il si y a on un veut plus problème. apprendre, il Hein? faut s'arrêter. Ouais, Ouais, il y a un problème. Laurent, tu connais la formule vu que tu as été invité à plusieurs reprises. Donc, on veut toujours un peu... Parce que forcément, il y a certains auditeurs qui ne te connaissent pas, donc on voudrait te présenter. On va parler un peu de ta bio d'entrée de jeu. Mais après ça, aujourd'hui, on va parler de la conférence Xamarin Evolve. Donc, Xamarin, on a fait un show il y a 5-6 mois où on présentait cette plateforme de développement-là qui permet de faire avec un même code source de cibler les applications iPhone, Apple, Android et Windows Phone. Et à terme, je pense même ils vont supporter plus d'autres plateformes en plus. Puis, Laurent, toi, tu es allé à la conférence. Oui. Et M. Barrette aussi. Oui. Puis, moi, je suis pas allé à la conférence, mais je suis en train de développer une application commerciale avec Xamarin. Donc, j'ai l'expérience hands-on. Et t'as l'intérêt. Ouais, j'ai pas l'intérêt. Ouais. Puis j'ai écouté les keynotes, mais à distance. Je me suis évité de payer 2000 $ comme vous. Sauf que d'être sur le site, souvent, il y a autre chose qu'on gagne. Et de rencontrer les développeurs qui travaillent sur les features. On a justement rencontré le développeur principal qui travaille sur Xamarin Forms. Ouais. Donc, vous avez une compréhension un peu plus profonde de c'est quoi les équipes. Parce que souvent, on est surpris, on pense que c'est des grosses équipes, mais c'est des tout petites équipes. Là, On pourra en parler là, mais du nombre donc, d'employés. avant d'embarquer dans le sujet, Laurent, donc, nous, il y a 10 ans, on commençait le podcast. Il y a 10 ans, toi, tu demeures en France, Oui, dans le sud, exact. à Toulouse. Oui. Là, il fait chaud. Et tu travaillais, tu avais déjà commencé à être sur le marché du travail à cette époque-là? Oui, je travaille déjà depuis quelques années et j'étais dans une compagnie qui s'appelait BeWise qui faisait ce que j'ai toujours continué à faire depuis, c'est-à-dire être dans les technologies Microsoft, dans le développement logiciel sur cette plateforme. Et, je ne sais pas si c'était à la même époque, mais quelques mois, en tout cas, à un moment donné, tu penses à peut-être émigrer au Québec et tu découvres notre podcast. Et tu te mets à écouter notre podcast. Tu t'es dit, probablement à l'époque, tu t'es dit, c'est une façon de me familiariser avec l'accent.
C'était exactement voir un petit peu ce qui se faisait. Puis je pense que la toute première émission que j'ai écoutée, c'était une retranscription. En fait, non, c'était en live à la conférence DevTeach que je connaissais pas du tout. Donc j'apprenais autant l'accent comme tu dis que ce qui se passait, les événements, la communauté. Je voyais que c'était assez intéressant. Donc, ça devait être, c'est ça, vers 2005 ou fin 2005, puisque moi, je suis parti en 2006. Tout à fait. La première chose que j'ai fait, c'est ça, c'est que je suis venu vous voir. Vous avez écrit, puis là, on a pu te mettre dans le circuit, puis là, maintenant, depuis plusieurs années, tu es impliqué dans la communauté qui s'appelait à l'origine la communauté des développeurs Microsoft de Montréal. Dirige le groupe ASP.NET et .NET. Ça s'appelait même GUVSM avant ça. Oui, écoute. Le groupe Visual Studio. Ouais. Puis la communauté .NET. Puis mais maintenant, le c'est nom change MSDev. au fur et à mesure que les technologies évoluent. Donc là, maintenant, ça s'adapte. s'appelle... MSDev Montréal depuis cette année. Ouais. Puis, tu es un consultant à ton compte. Beaucoup reconnu aussi comme un formateur hors pair. Écoute, tu donnes beaucoup de formations depuis plusieurs années. Je pense que tu es associé avec l'ETS, je pense. J'ai donné notamment des formations au CRIM qui, depuis cet été, a transféré les activités de formation à l'ETS. Donc maintenant, je suis rendu à l'ETS pour certaines formations. Je suis toujours en fait formateur avec la licence Microsoft, donc MCT. Ça, c'est pour toutes les formations du cursus de Microsoft dans les centres de formation qu'on connaît. À l'ETS comme au CRIM, c'est plutôt des formations custom. Donc c'est moi qui les crée, qui les délivre. Donc c'est plutôt libre au niveau du sujet ou du contenu. Donc c'est d'autres types de formations. Puis je fais pas ça qu'à plein temps. J'aime beaucoup être formateur, mais également intervenir sur des projets, dans des clients, des projets réels. Donc j'arrive à mixer un peu les deux. Donc je suis vraiment content. J'apprends des deux bords, hein, autant dans les vrais projets, on utilise la technologie, où j'interviens beaucoup en conseil chez des clients, et autant en formation où finalement la façon dont les participants apprennent, abordent la technologie et posent des questions, moi toujours me font réfléchir à beaucoup de choses aussi, puis j'apprends en même temps finalement et j'améliore les formations. Donc ouais, j'aime beaucoup ça. Puis on peut dire que dans les derniers 6 mois, ton focus est beaucoup développement mobile avec Xamarin. Est-ce que je me trompe ou... Ça fait plusieurs temps, oui, j'étais sur le développement mobile, mais vraiment côté Windows Microsoft, Phone. donc Windows Phone, Windows 8. Puis c'est un monde qui évolue à toute vitesse, et puis on se rend compte qu'on ne peut pas ignorer d'autres plateformes, donc c'est ce que... Ça fera partie d'un élément de discussion aussi, je pense, plus tard, au niveau du contexte de la conférence, etc. Mais on peut pas ne pas regarder les autres plateformes, donc... oui, le développement mobile sur les autres plateformes et Xamarin très intéressant parce que pour un développeur .NET Visual Studio, on peut vraiment aller attaquer les autres plateformes avec nos connaissances actuelles. Tu as reçu la reconnaissance Microsoft MVP. Ça fait plusieurs années. Combien d'années t'es rendu? Autant d'années que je suis au Québec, donc 8 ans. 8 ans. Quand je suis arrivé, c'est la première année en 2006, première année où j'étais MVP. Oui, parce que tu étais beaucoup impliqué dans les forums du côté de la France. En France, t'as continué, j'avais commencé en France et puis j'avais donné une première conférence aussi. C'était ma toute première conférence. J'avais 250 personnes dans la salle. Ça a été une sacrée introduction. Oui, je faisais beaucoup de forums, des articles aussi. Ouais. Et puis, du coup, en arrivant à Montréal, c'est ça qui me tombe sur la tête, MVP. Donc, sur le travail de l'année précédente. Et puis, depuis, j'ai continué de toute façon... encore plus facilement, je dirais, puisque la communauté à Montréal, elle est très intéressante et interactive, j'ai envie de dire. On peut en faire, là, organiser des conférences, donner des conférences, écrire des articles, des blogs et participer aux communautés. Il y a beaucoup de choses. Les événements Microsoft, même s'il y en a un petit peu moins actuellement, il y en a eu beaucoup. Donc, la conférence Xamarin. Moi, ma première question, puis je vais vous la poser à vous deux, messieurs. Vous avez peut-être des raisons différentes. Historiquement, que j'apprenne, par exemple, que vous iriez à une conférence typiquement sur une technologie Microsoft, pour moi, il n'y a aucune surprise. Mais là, cette année, vous dites, là, Xamarin, on y va, puis c'est pas donné. Là, on sort 1500$ de frais d'inscription, l'avion, l'hôtel, donc c'est presque 2000, 3000$ qu'on investit. Une semaine non facturable, en plus. Une semaine non facturable. Donc, pourquoi, cette année, fallait que vous soyez à cette conférence-là? C'est un excellent point, j'ai envie de dire. Et puis, c'est marrant parce qu'on n'en a pas discuté avant le talk show, mais c'est vraiment un point, moi, que je voulais amener en commençant l'émission. Parler finalement du contexte. On regarde, Guy et moi, tous les deux, on est vraiment plongés à 200% dans le monde Microsoft
on est MVP tous les deux, on est dans les communautés Microsoft, on est RD, Regional Director également. Donc on peut dire qu'on est vraiment à fond là-dedans. Devriez t'attacher aux technologies Microsoft. Mais c'est ça, donc on est. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que tous les deux on se ramasse dans une conférence non Microsoft, donc Xamarin. Donc c'est un point qui est intéressant. 95% des gens qui étaient là devaient avoir un Macintosh, j'imagine, parce que En fait, l'équipe Xamarin elle développe sur Mac à la base. Les présentateurs étaient tous avec Mac pour les raisons qu'on connaît, en tout cas pour ceux qui ont vu Xamarin, pour le développement avec J'étais iOS. très surpris parce que, Laurent, t'as pas un Mac, moi j'en ai un. J'ai un MacBook, puis MacBook Air. Puis je me moquais un peu de toi, puis je disais tu vas être le seul à avoir un PC Windows. Mais en fait, je te dirais que la moitié des participants là, des attendees là-bas avaient un PC Windows. Parce que eux viennent de l'entreprise. Donc ils ont attiré à cette conférence-là des gens d'entreprise, des développeurs C# d'entreprise qui doivent éventuellement faire des applications mobiles. Pas seulement sur Windows Phone, mais aussi sur les autres plateformes, donc Android et iOS. Donc ça m'a frappé là, énormément. Moi, je m'attendais à voir là, presque 100% de MacBook, mais c'était pas le cas. Puis pour répondre à ta question, donc tout simplement, si on s'intéresse au développement mobile en 2014, on ne peut absolument plus ignorer les plateformes qui sont Android, puis iOS évidemment. Donc pour nous, étant dans la technologie Microsoft .NET Visual Studio, Xamarin est le produit par évidence là, pour aller chercher le développement mobile sur ces plateformes-là. Donc, la conférence, moi, je trouvais c'était... je disais à Guy, c'est la première fois que je vais dans une conférence non Microsoft. C'est également la première fois que je paye. J'ai fait des TechEd, j'ai fait 4 Mix, 3 TechEd, des Summit. J'ai jamais payé une conférence. Donc, j'ai fait l'effort et je disais à Guy, c'est un investissement pour moi. C'est vraiment, je vais chercher... autant la connaissance technique comme on fait dans les conférences, mais également tout ce qui est réseautage et vraiment prendre le pouls de cette technologie. Puis je pense que c'est quelque chose qui va être inévitable. Selon moi, c'est inévitable quand on est un développeur .NET Visual Studio. Si on va aller vers les applications mobiles, Xamarin devient inévitable. Parce que on délaisse pas finalement la plateforme Microsoft. On continue de coder dans Visual Studio. On continue de coder en C# avec le framework.NET. Donc le back-end à Azure. Ouais, ben c'est ça, le back-end .NET, Azure, etc. Donc on délaisse pas, même si on va déployer sur des plateformes autres que Microsoft. Fait qu'on délaisse pas nos racines en utilisant les outils de Xamarin. Là. Moi, je peux dire, il y a une contrainte qui est inévitable, c'est si on veut être capable soit de rouler un émulateur ou de déployer sur un téléphone iOS, ça prend un Mac. D'ailleurs, moi, je me suis acheté un Mac Mini il y a quelques semaines parce qu'on juste avant la sortie de la nouvelle version. Ben oui, c'est pas grave. De toute façon, c'est une machine juste pour compiler. Puis parce que veux pas, tu sais, c'est une interface. Là, tu utilises celle du Mac, tu comprends comment ça fonctionne et tout. Mais je me verrais pas vivre dans un Mac à journée longue. En tout cas, c'est juste une question de culture, hein, parce que maintenant, la plupart des jeunes ou même des développeurs, ils commencent sur des Macs. Là. Oui, tout à fait. Puis l'interface, en bout de ligne, revient à peu près à la même chose. Là. Moi, je le vois, là. Ça faudrait... j'ai ma Surface 3, ultra performante. Donc, c'est une question... une anecdote très simple. Ce matin, mes enfants ont tous des iPhones parce qu'ils veulent pas avoir d'autres types de téléphones, donc ils ont des iPhones. Toujours la génération précédente parce que je veux pas payer trop cher. Quoi, ils ont pas des 6? Non, vraiment pas. Mario. Mais ils ont des 5S. Donc, il y a la nouvelle prise parce que les prises ont changé. Ah oui. Puis, et les maudites prises iPhone, ils sont tout le temps brisés. Pourtant, écoute, j'ai beaucoup, ça coûte très cher. C'est ça, c'est que moi, j'ai beaucoup je n'ai des téléphones, j'en ai paquet, là. Beaucoup avec du micro USB. USB, j'ai jamais un câble qui n'a pas marché. Ça marche toujours. Apple,
toujours que ça marche pas. Puis là, on fait des tests, OK, il marche pas. Puis en plus, bon, mon plus jeune, lui, a un iPad. Le bloc, ben là, si t'as pas le bon format de bloc, il sort pas assez de méga ampères parce que ça marche pas. Puis là, les blocs sont pas identifiés iPad only, iPhone. Ils échangent. À un moment donné, ça marche pas. Je dis non, c'est parce que t'as le mauvais bloc. Est-ce que c'était des câbles officiels aussi? Parce que ma blonde a le nouveau iPad. Puis, c'est pareil, elle avait brisé son câble. Je dis, je vais en acheter un cheap, là, de Chine. Puis il marche pas parce qu'il y a une espèce de puce là-dedans. Ouais, puis ça détectait que c'était pas un câble officiel. Il fallait acheter le câble à 35 pièces C'est au appelé Apple ça. Store. Moi, j'ai acheté justement un câble non certifié. Puis pour me faire dire, il marche pas. Donc, je dis, bon, OK. Donc, mais là, payer 35$ pour un câble. Je dis, ça c'est drôle parce que, écoute, on s'entend l'argent, c'est pas un gros enjeu dans ma vie, là. Mais moi, acheter quelque chose, tu sais, l'image que je donnais à ma fille, je dis, c'est un peu comme si j'achetais une bière. Je la payais 35$. C'est une bière, ça vaut... tu sais, même dans un bar, je la payais 4$, là. Mais ça vaut pas 35$. Ça dépend du bar. Ouais. Ça dépend. Mais sais-tu, Mario, que le iPhone 6, le nouveau iPhone, n'est même pas compatible avec son propre chargeur? Hein? Non, c'est une farce. Ouais. Mais OK, là, on parle de câble, là, mais tout ça pour dire quoi, là? Tout ça pour dire que, bon, finalement, je suis allé acheter un câble qui est certifié et tout, que j'ai pas payé 30$, mais j'ai quand même payé une dizaine de piastres. Puis, en plus, j'y aille 2 fois parce qu'arrive, marche pas, retourne, le gars me change. Zamarin, Mario, donc, Zamarin. Ma fille, elle me dit, parce que là, je regardais l'iPad, puis je disais, bon Dieu, je dis, tu sais, souvent, je porte des commentaires à mes filles comment les produits Apple ne m'ont pas séduit. Pourtant, écoute, je les ai eus pendant 3 ans. J'aurais pu devenir un fanatique Apple, mais non. Mais c'est pour ça que, Mario, que Android commence à prendre le dessus, là. Oui, moi, quand j'ai Apple, utilisé Android pendant 1 an de temps, j'ai adoré Android. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés, justement, de devoir acheter des câbles à 35$ pour brancher et qui sont pas compatibles d'un téléphone à l'autre, tout ça. Mais c'est toutes les contraintes qui t'imposent. Puis là, ma fille me dit, mais papa, tu viens de t'acheter un Mac, tu t'es pas rendu à Apple. Je dis, non, je jette ça parce que je dois développer. Faut que mon application doit rouler sur iPhone. J'ai pas le choix parce que tout le monde achète des iPhones. Mais dans un monde parfait, si iPhone diminuerait juste à 10 ou 20% de marché, on pourrait l'ignorer comme on faisait dans le temps de Windows. On ignorait complètement la plateforme Apple. On pourra pas l'ignorer, là. Il va rester quand même assez d'utilisateurs, puis dépendamment des marchés aussi, là. Peut-être. Mais peut-être que dans 20 ans d'ici, ils vont avoir réussi, ils vont trouver moyen à écœurer tellement leurs clients qu'ils vont les perdre un par un. C'est facile de partir du numéro 1 pour aller au numéro 3. Parce que moi, en tout cas, ils m'ont totalement écœuré. Je ne retournerai plus sur une plateforme Apple, à moins que je sois obligé, là, mais... En tout cas, pour revenir au débat, c'est clair que dans le monde mobile, on peut quasiment dire qu'Android a gagné la guerre. Absolument. Puis donc, on peut plus l'ignorer. Puis donc, pour faire suite à ce que disait Guy, c'est pas qu'on quitte les outils Microsoft, on les réutilise, finalement, nos connaissances, C# dans .NET Visual Studio, Azure. Et puis, c'est une bouée de sauvetage parce qu'on réutilise tout ça pour aller sur la plateforme Android. Parce que si on n'avait pas ça, si on n'avait pas Xamarin et qu'on devait se taper des applications natives et réapprendre les outils et les langages, moi, par exemple, je ferais pas ça. J'aurais arrêté le mobile. Ça serait trop complexe. Je réapprendrais pas Xcode pour faire du iPhone, puis je réapprendrais pas Java pour faire du Android. Donc, j'arrêterais là, finalement. Puis, ce qu'on voit, en fait, ce que j'ai senti, moi, c'est que les gens d'entreprise qui étaient présents à la conférence, c'est aussi leur souci, c'est-à-dire que une société, une compagnie peut pas avoir 3 équipes de développement pour chacune des plateformes, tout ça. Surtout en entreprise où les budgets sont limités, c'est pas des applications grand public, donc il faut utiliser nos connaissances qu'on a en .NET avec le langage, etc. Donc, puis Xamarin offre des outils qui permettent de faire ça. Puis l'autre chemin qui était de se dire, OK, moi, je ne développerai pas une application native, je vais développer une application hybride, donc je vais utiliser HTML, CSS, JavaScript. Malheureusement, les trois grands fabricants de plateformes, donc on pense à Apple, à Google et Microsoft, donc Android, iOS et Windows Phone, dans le navigateur, le rendu n'est pas comme une application native et ça paraît. Donc, même si tu essaies de prendre c'est pas de leur faute, eux autres. Là, ils bâtissent Ils veulent surtout pas que leur navigateur donne la même expérience. Ils veulent que les gens viennent... Tu sais, le point de vue, c'est si tu développes une application avec ma plateforme, je viens de t'attacher.
C'est pas Ben, pour ça que c'est un peu la Xamarin ligne. était mal vu par rapport initialement. Ils ont Ouais, mais même c'est, bloqué. au niveau pendant- d'HTML, puis Cordova, puis PhoneGap, c'est un peu la limite là, que la technologie peut atteindre. Là. Ouais. On peut faire des applications qui sont très bien, qui sont fort acceptables, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Là. Tandis qu'avec Xamarin, ben c'est qu'on y va nativement. C'est de la grande force, c'est ça. Ouais. C'est que tu as une vraie application native, comme si elle avait été développée avec Objective-C, mais là avec un beau langage comme C# qui clenche n'importe quel langage orienté objet par des ordres de magnitude. Puis tu peux faire des applications Android sans avoir à te taper du Java non C'est plus. ça, donc en bout de ligne, c'est vraiment des applications natives. En fait, il n'y aurait pas de différence avec ce qu'on pourrait faire en natif, selon moi. Donc, je vois même pas comment Apple pourrait interdire ce genre d'application, puisque une fois elle a été compilée par Xamarin pour iOS, il n'y a plus de différence. C'est quelqu'un qui aurait fait la même application avec Xcode. Donc, en bout de ligne, c'est... La seule façon pour ça. eux autres de le savoir, c'est qu'ils peuvent voir que tu as une librairie dynamique qui est ton interpréteur .NET. C'est comme ça qu'ils peuvent savoir qu'elle a été développée. Il n'est pas mais interprété. Là. même pas, Dans le cas d'iOS, c'est déjà précompilé. c'est précompilé. Le JIT, c'est pour Android, Ouais. comme Ah. .NET, mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'un Mac. C'est pour compiler complètement. Donc, Donc, même ce qu'on Apple, déploie... tu n'as pas le découvrir que tu l'as fait. Non, parce que tu l'as compilé avec leur compilateur sur un C'est ça, Mac. ouais, En c'est résultat, c'est la même chose que ce qui aurait été fait avec leurs outils. Ça, Parce c'est qu'il une n'y a pas de JIT là, sur la plateforme Apple. C'est le iOS. premier choc pour les gens qui commencent à faire du Xamarin, c'est à un moment donné de se dire, ben, j'y échapperai pas, ça va me prendre un Mac. Parce que quand tu es dans ton Visual Studio, ben, il est toujours connecté en remote et il exécute Ben, les je trouve ça comique que émulateurs. tu dis ça parce que pour quelqu'un qui est sur un Mac qui développe des applications iOS ou Android, là s'il veut faire du Windows Windows PC. Phone, ça prend un PC. Fait que Ah là, ouais. c'est la même réaction. Fait que c'est exactement la même chose des deux côtés. Ça prend le matériel, les outils de développement, l'interpréteur, whatever, Tout à fait. l'émulateur de chaque Parce bord. que vous avez peut-être parlé dans la précédente talk show, donc c'est qu'on peut juste avoir un Mac sur le réseau à quelque part, Ah et oui, puis tout le monde oui, a un PC, oui, puis ça, on ça. va envoyer le code qui se fait compiler sur le réseau. Ça c'est Tout à génial. fait. Sauf que pour rouler au niveau de l'émulateur, il va apparaître sur l'écran du Mac aussi. Effectivement, ouais. Donc, il fera un framework desktop. C'est pour ça que tu te retrouves tu sais, avec plusieurs. Mais aujourd'hui, Ben, ça des prend du applications. matériel là. Ça Mais prend c'est pour aussi, ça que le plus pratique, on voit beaucoup de monde donc sur un Mac maintenant. Ils ont des Ouais. MacBooks et puis ils développent Xamarin sur ça le va MacBook. super bien. Ouais. là. Si tu focuses sur iOS et Android, mais dès que tu veux faire sur Windows Phone, ben là, ça compilera pas. Donc, Ben ouais, ça compile. Il y a moyen de rouler l'émulateur dans la machine virtuelle. OK. Ouais. Mais là, c'est plus long. Là. Donc, un device physique, là, c'est génial Tout à dans ce fait. cas-là. Donc, c'est un chemin possible. Ouais. Il y a l'autre chemin, comme moi j'ai pris, c'est littéralement, comme tu dis, j'ai une machine qui sert juste à compiler du iOS. Ben, ça va bien, ton Mac Mini, il t'a coûté quoi, $600, quelque chose comme ça? Là? $600, puis ça fait le job. C'est ça. Donc, Pour revenir à la conférence, on parlait de développeurs d'entreprise, tout ça. Là, on a vu au keynote un focus sur l'entreprise. Parmi les invités, il y avait un des directeurs de Avanade, qui est une des, sinon la plus grande compagnie de consultation là, qui fait du Microsoft au monde. Il y avait aussi IBM. quelqu'un d'IBM, ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la personne d'Avanade explique un petit peu, bon, ils ont un centre d'expertise Xamarin, tout ça, pour les applications mobiles, tout ça. Puis Matt, le CEO de Xamarin, demandait, bon, qu'est-ce que vous pensez de l'état du marché, tout ça. Puis, ce qu'il a dit, c'est right place, right time. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a comme un shift là, au niveau du développement d'applications mobiles, puis Xamarin est au centre là, de ce mouvement-là. Tout le monde a toujours rêvé d'avoir un seul code source, puis d'avoir pas une interface unifiée, mais d'avoir des interfaces natives sur chaque plateforme. C'est ce que Xamarin permet. La réalité, c'est que c'est pas un seul code source, c'est un code source partagé. Si Xamarin Forms, qui est leur technologie pour faire le visuel, ça va quand même représenter 90% de l'application, mais tu vas quand même avoir les 3 projets spécifiques dans lesquels tu viens mettre ton code spécifique pour Android. Comme par exemple, nous autres, on voulait avoir un splash screen dans notre application, mais Android, il n'y en a pas par défaut, donc on l'a programmé, pas très long. Aujourd'hui, si tu fais des applications avec des tabs, comme on a, mettons, sur iOS. Des onglets. Des onglets. Les onglets sur Android sont juste textuels.
Puis nous autres, on voulait rajouter la petite icône, ça se fait, donc on l'a programmé. C'est sûr que sur un Windows Phone, ben là, il n'y a pas de notion d'icône. Les pivots, c'est textuel. Donc mais tu respectes les paradigmes de chaque plateforme. Ça, c'est super important, là. Puis c'est ce que permet Xamarin Forms, c'est de respecter les paradigmes, mais de ramener dans ton projet partagé 90% du code source. Donc ça, c'est une proposition de valeur qui est inestimable pour les entreprises. Là. Puis par rapport à Xamarin Forms, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que Xamarin, eux autres, sont surpris du succès et de l'engouement pour Xamarin Forms, qui est très récent. Finalement, c'est sorti en avril. Ça a été annoncé en avril avec Xamarin 3. Puis, on l'a senti, ça. Il y a beaucoup de monde qui sont garrochés là-dessus. Puis ça a été même une surprise pour la préparation de la conférence parce que, en fait, avec Guy, on était... donc la conférence fait 3 jours, mais en fait 2 jours avant, il y avait un training. Donc nous, on a pris le gros package avec Guy, là. Encore une fois, c'est un investissement. On a fait les 5 jours, donc les 2 jours de formation. Ouais. Et en fait, quelques jours, quelques semaines avant le training, ils avaient envoyé un survey pour savoir l'intérêt des gens. Et un tel engouement sur Xamarin Forms qu'ils ont ouvert 2 tracks en parallèle en permanence là, sur ces 2 jours de training sur Xamarin Forms. Double le nombre de salles disponibles, de nombre de sessions. Donc toute la journée, il y avait 2 tracks, c'est ça, sur Xamarin Forms. Donc, et là aussi, on a appris que c'était une toute petite équipe à l'origine de Xamarin Forms, un petit projet quasiment on the side là, qui a été rajouté, puis qui a été adopté immédiatement par la communauté. Et donc, là, Xamarin, il voit que, OK, il faut peut-être qu'il pousse finalement plus fort et que ça devient sérieux. Xamarin Forms. Puis moi, je trouve que ça fait du sens. C'était vraiment la dernière brique qui restait. Mm-hmm. On avait déjà tout ce qui est réutilisation du code et application native partout, puis il manquait que le UI. Puis là, ils viennent avec du UI réutilisable. Mais écoute, nous, là, jusqu'au mois d'avril, avec mon partenaire, notre stratégie pour aller vite au marché, c'était, on utilise Angular, puis on fait une application hybride, HTML, CSS, JavaScript, et on regardait beaucoup les frameworks qui se développent de ce côté-là. Arrive le mois d'avril où Xamarin Forms est annoncé. Là, on fait comme, OK, c'est intéressant, mais là, c'est toujours la profondeur puis le support. C'est-à-dire que, les gens annoncent de quoi est-ce qu'ils vont être capables de supporter. Puis ce qui nous a réconforté, c'est que c'est pas nouveau, Xamarin. Ils sont pas apparus il y a un mois. Ils sont là depuis 2009 dans le monde mobile, depuis qu'ils sont créés. Ouais. Parce qu'ils ont créé avant... Avant, c'était Simian en 2001. Qui ont créé Mono, la plateforme Mono. Mais même depuis 2009, ils ont fait toute une API. Ils ont tout mappé ce qu'il faut pour être capable de faire du Android. Ils ont fait la même chose pour iOS. Donc, ils faisaient déjà du développement pour faire du iOS et du Android avant même qu'ils annoncent Xamarin Forms. Xamarin Forms, c'est comme une autre couche par-dessus d'abstraction. Ouais. C'est comme un toolkit par-dessus là qui fait des Là, écrans. on l'a testé, puis à date, c'est sûr que c'est une version 1 d'un produit. Il va falloir qu'il continue à l'étoffer, mais ça nous permet, nous, en tout cas, on trouve, à 3 fois, on trouve en bon anglais, on dirait un workaround, donc une façon de contourner les limitations pour réussir quand même à développer notre application. Puis en discutant avec les développeurs qui travaillent sur le produit, il va y avoir des releases avec des nouvelles versions, des nouveaux features qui vont sortir de façon assez agressive là, au niveau du time frame. Ah ouais, écoute, moi je peux le dire, là, déjà septembre, octobre, il y a une nouvelle version qui est sortie. Xamarin Forms est toujours mis à jour. Puis principalement, ce qui me réconforte, c'est que c'est des bugs qui corrigent. Avant de sortir d'autres nouveaux features, ils corrigent des bugs. Puis ils peuvent aller très vite parce que c'est juste un package NuGet, un NuJ. Ouais, NuJ. Puisque donc ils n'ont pas besoin de réaliser un nouveau Xamarin pour ça, donc ils peuvent aller beaucoup plus vite. Effectivement. Je pense à livrer des nouvelles. Hey, on va prendre une petite pause. On parle de NuJ. Oui. Parce que justement lors du keynote, un des fondateurs de Xamarin, qui est un peu la personne technique ou Miguel de Icaza. Donc un personnage un peu mythique dans la communauté open source. Puis il est flamboyant aussi. Donc lui, il s'est dit, bon là, il faut qu'on vous apprenne que c'est pas NuGet, la façon de prononcer, c'est NuJ. NuJ. Et puis les librairies PCL. Portable Class Libraries. Donc, c'est Pickle, le nom. Donc, il expliquait ça. Et puis moi, je me souviens quand j'étais là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il semblerait qu'effectivement, chez Microsoft, on dit NuJ parce que c'est la façon... Ceux qui l'ont créé, cette technologie-là, c'était comme ça qu'ils voulaient qu'elle soit prononcée, mais... On savait pas trop si c'était une joke ou pas, mais il apparaît que c'est complètement vrai. Puis là, Guy, toi, tu t'es... Parce que Guy, dans ses temps libres, aime faire de la musique, composer, vendredi soir, là, ma blonde a commencé à regarder ses émissions de Renault. Puis moi, j'en avais plein mon casque. Fait que je me suis installé à l'ordinateur avec un
un bon gros old-fashioned. Uh-huh. Puis là, j'ai commencé à déconner, puis ça a donné ce que ça a donné. Allez voir le blog de Guy Barrère. Donc, Guy a fait une espèce de chanson où il reprend les propos de Miguel et Quaza. Donc, c'est comment tu l'as appelé ta chanson? Ah, de Pickle Song, de Pickle Song. PCL. Donc, Song. on va mettre le lien, nous autres, Ouais. mais c'est sur le blog de Guy, mais on va mettre le lien sur la page. Puis, mais bonne en plus, la chanson. Le rythme est bon et tout, donc... donc, on voit, tu t'es amusé. Ah oui, je me suis amusé. Comme c'était vendredi soir. Faut quand Ah même ouais, c'est se ça, laisser c'est ça. aller. It is now my honor to welcome to the stage Miguel. Siri, open the Xamarin presentation. Got it, Miguel. Xamarin, cross-platform. Cross-platform, Xamarin. Android and Macintosh. iOS, Android and Macintosh. iOS. The great .NET Space Class libraries. Tremendous body of code. Pickles and Nuges. Tremendous body of code. Pickles and Nuges. That is the correct way of pronouncing this. Pickle and Nuges. Pickles and Nuges. And Nuges. Pickles and Nuges. And Nuges. Pickles and Nuges. Pickles and... That is the correct way of pronouncing this. Don't let those apocryphal rumors from Microsoft dissuade you. Pickles and Nuges. That is the correct way of pronouncing this. Pickle and Got it, Miguel. Xamarin, cross-platform, iOS, Android, and Macintosh. Got it, Miguel. Pickles and Nuges. That is the correct way of pronouncing this. Pickles and Nuges. Thank you, Miguel, for those incredible demos. We are so excited about Xamarin. Ouais. Mais tout ça pour dire que dans cette conférence-là, il y a eu les keynotes qui étaient les événements Oui, importants. puis on parlait tout à l'heure là, de Xamarin Inform. Il y a un élément super important. C'est l'infrastructure ou l'écosystème de développeurs d'outils embarque complètement là, dans cette ça, c'est une plateforme-là. annonce importante. C'est une annonce de keynote. Ouais. Donc là, quelles sont les compagnies à date qui ont déjà des comptes? Donc finalement, les fabricants de contrôles classiques. Donc on parle les 6 principaux, en fait. Telerik, Infragistic, Syncfusion, etc. Component One, DevExpress. C'est les plus grands. Là. Les 6 plus grands, lors de cette conférence-là, ont annoncé qu'eux déployaient maintenant des contrôles Où ils allaient porter Xamarin Forms. leur contrôle Donc, sur la plateforme Xamarin la Forms. série de contrôles que ces gens-là font. Par exemple, être capable d'avoir une grille Des plus grids, sophistiquée. c'est ça, La là, grille, c'est un contrôle important. des charts. Les charts. Donc, commencez par monter les charts, mais visiblement, il va y avoir beaucoup d'autres choses plus tard. C'est vraiment très tôt, là. Je pense que ils ont été vite pour faire... ils ont déjà des démos avec des charts, puis on a vu une grille. Mais on imagine qu'il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont se rajouter. Donc là, c'est comme toute la richesse qu'on avait Moi, dans ce que ça me fait penser, la plateforme .NET qui arrive là. J'ai assez de cheveux gris pour avoir connu, moi, l'époque des contrôles Visual Basic. VB6, les OCX. C'était en VB3. Oui. Quand VB3 est sorti, que là, beaucoup de fabricants sont mis à faire des VBX à l'époque. Ouais. Et là, il y a toute une industrie qui est née. C'est un écosystème de fabricants d'outils, ouais. Puis là, Xamarin Form, on voit qu'il y a le même écosystème se dit, ben nous, on embarque et... puis là, c'est comme donner encore plus une étiquette, dire c'est la bonne plateforme. Ouais, Puis- moi, je pense que c'est le message qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement les partenaires, les vendeurs de contrôle embarquent sur Xamarin Forms. partenaire qui historiquement était beaucoup associé à l'écosystème Microsoft aussi. Oui, beaucoup .NET. Oui, puis ces partenaires-là, la plupart ont une suite de contrôles HTML, Cordova, comme par exemple Telerik, Infragistic. Puis maintenant embarque dans cette plateforme-là, Xamarin Forms. Ben, on a rencontré à l'expo Infragistic, puis eux nous disaient finalement c'est assez naturel, ils ont déjà des contrôles natifs iOS, ils avaient évidemment ceux pour tout ce qui est Windows Phone, .NET, donc ils ont fait juste comme un wrapper par-dessus là pour générer le bon contrôle pour Xamarin Forms. Avec pour que ça soit ça fonctionne dans Ça l'écosystème. fonctionne pour les Ouais, trois ouais. plateformes. Mais encore une fois, je trouve ça intéressant, c'est que donc cette
cette prise en compte là, de Xamarin Forms par l'industrie. Donc moi, ça m'encourage à me dire que ça mourra pas, ça mourra pas avec solide. la version 1. On s'entend, la prochaine année est très importante pour eux autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils livrent, parce que s'ils livrent pas, quand je dis livre, là, c'est apporter support, s'assurer que parce que là, c'est beaucoup de monde qui utilise leur plateforme. Probablement 10 fois plus que ce qu'ils ont connu dans le passé. Là, Ça, c'est intéressant. On a les chiffres. Ouais, on a des chiffres. Ils ont commencé le keynote en parlant de chiffres, justement. Finalement, Xamarin, c'est quand même assez jeune, hein, ça a 3 ans. Puis, en termes de développeurs, donc entre l'année passée, 2013, et cette année, ils sont passés de 288 000 à 755 000. Donc, 3 fois une plus. forte adoption. Ouais. En termes d'employés, pour la compagnie elle-même, qui était une petite entreprise de 65 employés, ils sont rendus 200 maintenant. Et les partenaires, finalement, c'est intéressant, comme disait Guy, là, beaucoup de focus sur l'entreprise, sur ce keynote, et les partenaires, ils ont maintenant de 45. L'an passé, ils sont rendus à 215 partenaires. Donc, mais c'est ça. Donc là, il faut qu'ils soient capables, eux autres, de soutenir la croissance et de bien servir les programmeurs. Donc, justement, parce que moi, je suis l'exemple typique. Quand je mets le fameux bit à Bozo on on m'a perdu. Là. C'est comme, ça va être très difficile pour que je revienne. C'est un pattern souvent qu'on utilise quand on parle des équipes. Le fameux bit à on, c'est-à-dire que si les gens ne connaissent pas, puis la première impression qu'ils ont de toi, c'est que tu n'es pas compétent, ben ils vont rester sur l'impression que tu n'es pas compétent, même si tu l'es, si pour X raison, il y a eu un... Donc, c'est un peu ça. C'est pour Xamarin, soit que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, si la prochaine année, les développeurs ont du succès avec, ils sont assis sur une mine d'or. Puis si, malheureusement, les développeurs se rendent compte, disent « Ah, c'était pas la bonne solution », ben là, d'autres joueurs, parce qu'on sait que Telerik, eux autres, annoncent une plateforme un peu équivalente, mais basée sur JavaScript. Parce que c'est l'autre grosse tendance, c'est pas C# mais JavaScript comme langage et HTML, CSS plutôt que une espèce de XAML, donc des tags XAML pour représenter le visuel. Ouais. Donc, mais c'est ce qu'on va voir. À date, là, eux ont une longueur d'avance, ils sont bien positionnés. Ouais, c'est ce qui fait que tout le monde s'aligne avec eux. Ouais. Puis je pense qu'ils font des choix stratégiques aussi. Là. Ils ont annoncé aussi un partenariat avec IBM. Donc, IBM a un back-end qui s'appelle Insight, que je connais pas, là, mais ce back-end-là, ils ont développé des API pour Xamarin, justement, pour pouvoir connecter les applications mobiles. Donc, pour Xamarin, c'était encore un partnership intéressant parce que ça démontre que, hey, IBM s'intéresse à toi, là. Ouais. Ils développent des outils pour ta plateforme, là. Mais est-ce que je me trompe ou le plus gros partenaire qui était présent, il y a un logo bleu puis ça commence par une lettre M, le nom de sa compagnie? C'est ça. Microsoft, c'est ouais, comme le gros partenaire. Titanium, donc c'est encore ça, plus haut que c'était Platinum, c'était le sponsor, Microsoft. le Principal, platine, principal. Peu de présence, Platine, peu de IBM. présence au niveau du keynote. Il y avait un gros kiosque, par contre. Quelques sessions. Mais c'était un peu l'interrogation, c'est qu'ils étaient donc le plus gros niveau de partenariat sur la conférence, encore au-dessus de IBM, mais ils n'ont pas fait, il n'y a pas d'annonce technique ou quoi que ce soit ou de partenariat qui a été annoncé ni au keynote. Donc on peut se poser la question, c'est quoi le partenariat exactement, ça consiste en quoi? Moi je suppose qu'il va y avoir du partenariat technologique pour amener Xamarin mieux compatible finalement avec Visual Studio, puis on pense aux applications universelles pour la plateforme Windows. On s'entend qu'il faut que Xamarin Forms à un moment donné supporte le format des Universal App. Parce que malheureusement aujourd'hui l'application Windows Forms que ça crée, c'est une application Silverlight, même si elle est compatible 8.1, mais ça a ses limitations, donc il va falloir qu'ils fassent évoluer ça. Donc, puis très probablement Microsoft va les aider pour ça. Tout ce qui est intégration aussi, les designers, l'IntelliSense dans Visual Studio, l'améliorer. Parce que Xamarin finalement pousse son éditeur, lui, qui est Xamarin Studio, qui marche très bien. Puis quand je vois ça, je connaissais pas du tout ce produit-là avant. Puis je me dis qu'il en manque peu pour que ça mette un solide compétiteur à Visual Studio. Puis là, c'est un peu le message inverse qu'on venait de dire, c'est qu'on reste sur les technos Microsoft, donc Visual Studio pour faire Xamarin. Mais là, il y a une alternative. Xamarin Studio, quand on est sur Mac, qui est
très confortable, qui marche très je bien. faisais une présentation la semaine dernière, puis je disais, si on te demande de travailler dans Xamarin Studio, c'est pas une punition, là. Non, c'est c'est un bon environnement. Ouais, c'est un bel environnement, là. Puis, parce que à la base, c'était ça. Eux, ils offraient le produit beaucoup pour la communauté des gens qui aimaient, qui reconnaissaient que le langage C#, il y a une élégance, il y a une pureté dans ce langage-là, mais il y a beaucoup de gens qui, le logo Microsoft, ils l'appréciaient pas beaucoup. Donc là, ils pouvaient quand même, comme utiliser le meilleur de Microsoft sans être attaché à la technologie Microsoft. Puis j'aime aussi l'espèce de partenariat ou la symbiose que Microsoft a avec Xamarin et vice-versa. C'est-à-dire que Microsoft n'est pas impliqué. Oui, il était le sponsor numéro 1 de la conférence, tout ça, mais très discret, tout ça, de sorte que ça fait pas peur aux non-Microsoft, Peut-être pour ça. aux gens qui viennent soit du monde Apple, iOS ou du monde Android. Je pense que Microsoft voulait s'assurer que la Windows Phone reste une des 3 plateformes, parce qu'on se le cachera pas. 90% des développeurs qui sont là, la première plateforme, c'est Android, la deuxième, c'est iPhone. Là, c'est vraiment pour ça que les gens ça aurait vite fait d'oublier Windows Phone. Finalement, probablement que Microsoft pousse pour garder cette option-là valable, et au même niveau que les autres. D'ailleurs, dans les sessions qu'il y avait, les speakers prenaient toujours soin de toujours citer les 3 plateformes quand ils montraient des exemples. Ouais. Ils montraient toujours Android, iOS et Windows Phone. On s'entend, dès qu'ils vont supporter Universal App, ça veut dire que ça va pouvoir rouler aussi sur une tablette Windows 8. Ou une tablette Windows 10, celle qui va probablement rentrer beaucoup en entreprise. Il faut pas qu'on... En tout cas, faut pas minimiser l'impact que Microsoft peut continuer à avoir dans l'entreprise. Par contre, ce qui est un petit peu flou, là, c'est le message que Microsoft donne au niveau de son partenariat, justement, là. Il se prononce pas, il n'y a pas de grand, je sais pas moi, un blog post de Soma là, qui dit... On sait pas leur position. Parce qu'en même temps, il y a eu il y a quelques mois, ils ont intégré Cordova dans Visual Studio, donc ça c'est pour les applications hybrides, puis ils sont sponsors Titanium là, de Xamarin, donc ils sont comme 2 options différentes. Microsoft a toujours fait ça, avoir plusieurs lièvres en même temps, puis après ça, c'est regarde, celui qui gagnera, je serai présent. Mais avec. ça amène de la confusion Au niveau des développeurs. au niveau des développeurs. Les développeurs se disent, là, Microsoft sort d'eux-mêmes l'intégration Cordova. Puis là, en plus, il y a Xamarin qui sponsorise Xamarin, puis il travaille avec Xamarin. Dans quelle direction je vais, là? Est-ce que Microsoft va abandonner éventuellement Cordova? Si je mets tous mes œufs là dans le HTML et Cordova, est-ce que je vais les perdre éventuellement? Je vais les casser? Je ne sais pas, là. Moi, je pense qu'ils ne l'abandonneront pas parce que il y a une barrière culturelle souvent pour certains développeurs de passer de leur connaissance JavaScript, HTML vers connaissance C#, XAML. Et inversement. Donc, eux, c'est un peu comme, Microsoft vend aux États-Unis une clientèle anglo-saxonne, mais vend aussi en Chine une clientèle chinoise qui est totalement différente, qui ne parle pas la même langue et qui sont dans 2 mondes, dans 2 cultures différentes. Je pense qu'ils voient ça un peu comme ça pour eux. Mais, je sais pas, un petit blog post de Soma disant que oui, on supporte les 2 plateformes, on va bâtir les outils Cordova dans Visual Studio ces 2 options valides. Probablement qu'il y a encore une période de latence d'1 an où avant qu'ils soient vraiment sûrs s'ils doivent le faire, pas le faire. Mais là, tu as beaucoup de développeurs qui se posent la question, là, qui disent OK, de quel côté j'y vais, puis est-ce que je vais avec quels outils, etc., etc. Mais bon. La conférence était à Atlanta. Oui. Une belle ville. Donc, vous, au niveau des... si toi, je te demande, par exemple, Laurent, là, le moment où quelque chose de particulier dans la conférence, je dirais, ça, c'est une belle histoire, ou quelque chose qui m'a surpris, donc à une session particulière, ou juste quelque chose d'anodin, peut-être dans un corridor. Moi, je dirais que j'étais très excité d'y aller parce que ils ont annoncé les chiffres d'ailleurs au keynote, c'est que la même conférence, c'était la 2e édition, d'accord? L'an passé, c'était la première édition, il y avait 600 personnes. Là, ils sont montés à 1200 personnes. Moi, j'avais entendu, avant d'y aller, donc, qu'à l'édition de l'an passé, où j'étais pas présent, il y avait un très, très grand enthousiasme et une très bonne ambiance. Il s'était vraiment passé un moment, c'était vraiment quelque chose qui s'est passé. Et c'est un peu ça que je venais chercher aussi cette année-là, d'être présent.
Et c'est ça que j'ai pu vraiment vivre. C'est un gros enthousiasme de toute une communauté qui va vers cette technologie-là. On retrouve, je sais pas si corrige-moi si je me trompe, là, mais le feeling que j'ai eu, c'est qu'on retrouvait un petit peu le même feeling qu'on retrouvait dans les premiers PDC. Ouais. Moi, je dirais aussi mix. Ça m'a PDC, rappelé un mix. Professional Developer Conference, qui étaient les conférences initialement que Microsoft faisait pour la communauté de développeurs. On parle des années 90, début des années 2000. Puis Mix, ça, c'était les conférences que Microsoft faisait pour les développeurs web. À Las Vegas. Ouais, Si on parle de 2003, 2004 à 2008 à peu près, c'est il y a eu 5 ou 6 éditions à partir de 2006. Mais ça m'a rappelé Mix. J'étais déjà dans le sens où les équipes techniques étaient très présentes et très proches, répondaient aux questions. Dans le cas de Xamarin, c'est incroyable parce que les deux cofondateurs, donc Miguel de Casa et Ned Friedman, sont parmi les participants. Ils marchent dans les corridors, on peut parler avec eux. Les accrocher, dans les parties le soir, ils étaient là avec nous. Les employés étaient là. Les 200 employés étaient présents. Donc c'est ça, cette énergie, moi, que mon point fort, c'est vraiment toute l'énergie de voir toute une compagnie qui est focusée à 100% dans son produit. Une compagnie qui est habituée aussi que les gens travaillent très distribués. Donc les gens peuvent être dans une conférence, même s'ils ont ils vont continuer à travailler. T'as pas forcément à dire faut que tu restes dans ton bureau. Parce que c'est un modèle d'équipe distribuée. Non, mais les gens étaient là pour interagir avec les attendees. Puis il y avait, tu pouvais séduire des rencontres 1 à 1. Donc, tu allais à un petit kiosque, là, tu dis, j'ai besoin de rencontrer un Xamarin. Tu parlais de ton projet, un cas concret technique. Puis t'avais une rencontre 1 à 1, une session d'une heure, là, puis tout ça. On peut peut-être parler des autres annonces? Oui. Des grandes annonces. Un produit intéressant, Xamarin Insights. Insights, c'est un framework pour instrumenter ton application mobile, pour récolter des métriques. C'est super intéressant parce que, bon, là, mettons que tu as des centaines d'utilisateurs. Il arrive quelque chose avec ton application, il y a des crashs, il y a des problèmes. Ça va récolter des métriques, ça va les envoyer dans le cloud sur les serveurs de Xamarin. Puis ensuite, tu vas pouvoir consulter les métriques, les résultats. Un dashboard online. Un dashboard, effectivement. Voir, là, je viens de déployer une nouvelle version, j'ai X nombre de crashs justement à tel endroit. Ça va te permettre de trouver plus rapidement. Tu peux trier tes crashs par impact, c'est-à-dire ceux qui impactent le plus de développeurs ou qui vraiment sont le plus bloquants, puis les corriger au plus vite. Fait que ça c'est je pense, un élément essentiel. Puis ils n'ont pas parlé de pricing, mais ce qu'ils ont dit, c'est ils pensaient que c'est en bêta. Hein, c'est pas... Là, c'est en bêta là présentement. Ils pensaient que le pricing serait soit très bas ou même gratuit pour les... Ils ont dit qu'il y aura un premier tiers gratuit, c'est sûr. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans exactement, mais il y aura un premier tiers gratuit. Parce qu'ils ont quand même aussi une plateforme de test qui, elle, on voit qu'elle ne cible pas les petites compagnies, là, parce que le prix d'entrée de base, c'est 10 000 $ par mois, je pense, pour... C'est très dispendieux. Ça s'appelle... On parle de Xamarin Test Cloud. Test Cloud, oui. Ce qu'ils ont annoncé, ça a été annoncé au printemps, puis ce qu'ils ont annoncé, c'est finalement des améliorations. Mise à jour, tout ça. C'est ce qu'ils ont aussi annoncé, ce qui est intéressant, c'est que sans utiliser la plateforme cloud, c'est qu'il va y avoir des projets qui vont s'intégrer dans Visual Studio pour faire des UI tests. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une compagnie qui génère beaucoup de revenus, puis tu as des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs. C'est rien le coût que ça coûte. Parce que eux, ils te donnent quoi? À peu près 200 types de plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir tester. Tu as 1000 devices. 1000 devices. C'est ça, parce que Test Cloud, c'est des devices réels, physiques, donc, c'est sûr, dans le cloud. Et nous, on envoie notre produit, application à tester là-dedans. Ça, si tu fais un produit grand public, tu sais pas les genres de devices que les gens vont avoir. Tu veux payer là-dessus. Le problème pour un start-up comme nous, par exemple, c'est on n'a pas l'argent pour payer ça initialement. Ouais. Mais c'est clair que si on a un peu de succès et on a des entrées d'argent, probablement que la première chose qu'on va faire, c'est de dire là, on va faire rouler une série de tests avec ça pour justement améliorer, avoir un meilleur support, surtout pour Android, parce que le défi est là, c'est Android. Il y a tellement de form factors. Ils ont annoncé un chiffre. Il y a une compagnie qui s'amuse à compter le nombre de configurations autant device que OS dans la nature pour Android, configuration active. Et ils ont annoncé qu'actuellement, il y en avait 19 000
19 000. Oui, Hein? donc Ouais, on parle device, d'écran, de C'est pour ça que si tu spec regardes, par exemple, d'OS. la Presse Plus à Montréal, qui est une application qui roule sur des tablettes mobiles, ben ils supportent pas n'importe quelle tablette Android parce que justement, c'est trop compliqué s'assurer qu'elle fonctionne bien sur tout le parc des tablettes Android possibles. Puis Android, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable comme plateforme à supporter. D'ailleurs, il y a un autre produit qui est annoncé. Tu peux pas en lien l'éviter. avec ça. Ouais. Ben, juste pour compléter là, sur test, j'avais un test Cloud, comment Test Cloud, oui, c'est Ouais. ça, le nom exact. Ce qui est intéressant, c'est que tes 1000 devices, si tu veux tester, là, ils ont développé des algorithmes de parallélisme d'installation qui fait en sorte que déployer, tester, dépendamment de la durée de ton test, là, sur un nombre effrayant de devices, là, à peu près 1000, ça peut prendre entre 12 et 15 minutes. Ce que tu veux, d'ailleurs. Tu veux pas que ça prenne des années. Oui, mais c'est incroyable, là. Puis eux autres, ils chargent à l'heure, si j'ai bien compris. Fait que c'est intéressant. Donc c'est une plateforme de test extrêmement complète et solide, mais qui cible, je pense, en un premier temps, là, les grosses compagnies, mais qui répond à un besoin réel là, de pouvoir tester vraiment sur toutes ces configurations-là. Donc c'est vraiment les compagnies qui vont avoir une application extrêmement mondiale, là, Facebook ou autre, là, qui a les moyens de se payer ce genre de test pour le moment. Ou peut-être Slingboard Slam. Oui, un jour. Tout à fait. Puis tu parlais, t'allais introduire un nouveau produit aussi, qui est l'émulateur d'Android de Xamarin. Donc ça a été une bonne annonce. D'entrée, tu sais, la raison principale pourquoi beaucoup de gens Xamarin les intéressent, mettons que tu cibles juste Android. Mm-hmm. Le problème qu'il y a, c'est que l'écosystème Android de développement, oui, il y a beaucoup de choses, mais bon, ça a toujours été le même problème avec Java, c'est que c'est pas très fiable comme l'outillage. Ben, l'outillage, Je l'ai vécu, moi, des années, fin des années 90, début des années 2000. J'avais quitté la plateforme Microsoft, je suis allé sur la plateforme Java, faire du développement d'entreprise. J'ai souffert pendant 3 ans de temps, puis à un moment donné, je me suis tanné, je suis revenu du côté de Microsoft en disant, ben, regarde, là, vous m'avez brûlé. Mm-hmm. Puis, parce que tout était lent, ça marchait pas bien, puis ça a toujours été le cas, l'outillage. Puis là, bon, c'est sûr que, Eclipse, avec les années, est devenu plus solide. Ouais. Mais quand tu rajoutes les add-ons qu'il faut pour être capable de faire du Android dans Eclipse, là, tu rencontres 3 millions de petits problèmes qui font que c'est lent. Et le plus bel exemple, c'est les fameux émulateurs faits par Google, mais qui sont slow. Je m'excuserai l'expression. Ben, là, c'est mais parce que c'est des sont émulateurs. Le processeur ARM est émulé, là. C'est Fait software, que, il n'y a pas c'est ça, là. d'optimisation. Fait que là, il n'y a pas d'optimisation, c'est super lent. Quand tu pars ton émulateur Android, ça peut prendre quoi, 1 minute et demie, 2 minutes? 2 minutes et demie. Donc, c'est très long, puis c'est un pain point. Il y a une compagnie qui s'appelle Genymotion qui offre un produit payant, là, qui est un émulateur qui roule dans VirtualBox sur x86. Donc ça va bien. Mais ce que Xamarin a annoncé à la conférence, c'est leur propre émulateur qui reprend un peu le même principe, là, roule sur VirtualBox. Au lieu d'avoir à Windows ou chipper Mac. $300 à Genymotion par année pour avoir... C'est inclus, ça va être inclus dans ta licence. Donc là, maintenant, ben, ça augmente la valeur de ta licence, qui est en quand plein même, ça. qui est quand même Puis pas c'est- donnée, parce qui est qu'une pas licence business, c'est $1,500. C'est 1000 $ par plateforme. Ouais. Puis c'est intéressant, le cofondateur Miguel de Casa expliquait le contexte. Justement, il disait que c'était vraiment un point, quand on développe avec Xamarin pour Android, les émulateurs Google, c'était un point vraiment de friction. C'est assez abominable l'expérience. Puis il disait, quand on demande à nos clients c'est quoi leur problématique principale, ils nous répondent, c'est l'émulateur Android. Puis là, Xamarin répond, c'est un produit Google. Et là, les clients ils répondent, ouais, mais c'est votre problème. Donc Xamarin, ils ont pris un mal pour un bien. Finalement, c'était pas leur problème, c'était pas leur produit, mais c'est leur problème dans le sens pour avoir une meilleure expérience pour leurs clients. Donc ils ont développé leur propre Mais c'est parce émulateur que Android. les gens qui décident d'aller vers C# à Xamarin, c'est que ils veulent, tu sais, ils veulent être capables de supporter Android. C'est une plateforme importante. Sinon, s'ils disaient, moi, je veux juste supporter iOS, ben là, ils peuvent décider de boire le Kool-Aid d'Apple puis de se lancer à faire du Objective-C ou le Ou du nouveau Swift. langage du Swift. Donc, d'aller vers des solutions qui peuvent avoir leur valeur selon l'analyse. Il y a sûrement du bien dans ça. Il y a sûrement aussi beaucoup de
pain point, de souffrance possible. Que j'ai rarement rencontré un développeur qui fait du iOS qui m'a dit je suis en amour, j'adore, j'aime. La première chose, c'est tout. C'est comme une fille qui est bien belle, mais maudit qu'elle a un caractère de cul, donc Aïe, Mario. C'est un peu le feedback que je reçois de tous les gens. En tout cas, ça m'a jamais donné le goût d'y aller puis d'embarquer à fond. Puis en plus, quand je regardais au début, là, j'avais l'impression de revenir en 1990. Quel mauvais langage Objective-C. Anyway, fait que le moi, player Android... Android... donc je suis capable de voir les faiblesses là-dedans. Je suis comme, non, ça se peut pas. Bon, ça fait du bien, Mario, d'en parler. Oh, oui. OK. Donc, le player Android, une annonce super intéressante. En fait, Dans c'était... la démonstration, ils disaient qu'ils ont montré un test sur un laptop X de bonne configuration. L'émulateur Android de base de Google, c'était 1 minute 37 pour se lancer, puis le leur, c'était 17 secondes. Ouais, 17 moi, secondes, j'utilisais Genymotion, la version c'est le personnelle. même principe, là. Puis mais il est plus vite. Celui de Genymotion? Non, celui de Xamarin. Ben là, il était en bêta, là, il est version... en bêta, mais moi, preview. je l'utilise intensément. Là, je peux vous dire qu'il est mieux que celui de Genymotion. OK. D'un. Puis en plus, dans mon cas, moi, je désactive pas ma virtualisation Microsoft. Donc, je désactive pas Hyper-V parce que je vais être capable aussi de rouler mes émulateurs. Donc, mon émulateur, mon player Android, il est plus lent même. Oui. Puis il est même plus vite. Donc, Il est plus lent ou plus vite? ben, c'est parce que il te le dit, il dit, hey, t'as Hyper-V qui est activé, donc moi, je vais être un peu plus lent à cause que t'as ça. Désactive. Celui de Xamarin, oui. Si tu désactives Hyper-V, t'es encore plus vite. Sauf que si je le désactive, je suis plus capable de rouler mon émulateur Windows Phone. Donc là, c'est Ben pas ouais, vraiment ouais, gagnant. ouais. Puis commencer à faire les toggle switch au niveau du Mais OS, c'est assez, faire là. un reboot. Donc là, C'est j'ai dit, déjà je vais- mieux, là. Je vais le tester, je vais voir s'il est vite en mode Hyper-V. Moi, il est plus vite que mon Genymotion, puis là, on parle que, tu sais, j'ai pas senti une souffrance. Non, puis c'est un produit Donc, qui est très Je peux vous dire early, qu'il est là. bien plus vite que l'émulateur iPhone que j'ai sur mon Mac Mini, là. Parce Puis, que mon émulateur iPhone, ça y prend 8, 15, 20 secondes à tout, ça, charger. Ah, c'est parce que c'est un Non. produit Apple, Mario. hein. Ouais. Ok. Donc, Pour clôturer le sujet, donc l'émulateur va être gratuit. Ouais. Il est actuellement en preview. Et Gratuit pour pour les clients Xamarin. C'est ça, pour les clients. Pour les parce que- clients Xamarin, ouais, effectivement. ouais, Ils ne donnent ouais. pas aux autres. Parce que si tu essaies de le downloader, j'ai vu quelqu'un sur ouais. un thread dans quelque part là, qui essayait juste de le rouler. Il disait ça roule pas. Ouais, non, ça prend il faut que tu sois faut que t'aies la licence. C'est normal. Les Ouais. produits Microsoft, si t'as pas ta licence, C'est t'auras ça. pas tous les outils. Hein. Et ensuite, pour finir, il y a deux autres annonces qui ont été faites dans le keynote. Il y a un produit qui s'appelle Sketches et puis un autre qui est le Profiler. Donc, lequel on commence? Le profiler, on s'entend tout ce que c'est. C'est C'est comme un tu profiler. dis. C'est un profiler C'est un pour la profiler. mémoire, la vitesse. Puis là, ça démontre quand même l'intérêt de Xamarin de dire on est sérieux. On vous donne pas juste des outils de test, on vous donne ce qu'il faut pour que vous améliorez la performance de vos applications parce que ça aussi, si tu vas natif, c'est parce que la performance c'est important. Sinon, tu irais justement avec une application en JavaScript en disant la performance c'est moins d'enjeu pour mon application. Moi, c'est mon point de conclusion du keynote, c'est que finalement, c'était pas juste un keynote technique où ils montraient Xamarin, c'est qu'ils montraient que Xamarin avait une offre complète pour l'entreprise. Donc, il y avait Xamarin, la technologie elle-même, et Xamarin Forms, mais on avait donc Insight pour tout ce qui est télémétrie après avoir shippé l'application. On a le Profiler quand on fait l'application. Il y a Test Cloud pour tester l'application. Puis moi personnellement, vous avez peut-être réussi à comprendre, mais là, le Sketches là, je regarde ce produit-là, je me dis à quoi ça sert. C'est pour ça que je voulais pas en parler tout de suite. Je voulais peut-être laisser Guy embarquer parce que moi, c'est un peu pareil. Je me dis à quoi ça peut bien servir. J'aimerais en parler bien, mais interpréteur. En fait, c'est un petit test bench pour rouler du code sans que tu aies tout ton environnement. Donc, tu le démarres à partir de Xamarin Studio. OK? Puis là, ou Visual Studio, je pense. Je pense que oui, mais je suis pas certain. Anyway, t'as un petit UI dans la zone de gauche, t'as du code. Dans la zone de droite, t'as le Visuel. résultat, puis t'as aperçu. même un résultat visuel. Là. Puis ça te permet de faire des tests rapides au lieu de combien de fois on démarre Visual Studio, partir un projet comme une prompt, juste pour tester une couple de choses, à peu près une dizaine de lignes de code, là, un cas particulier. C'est, ça fonctionne. OK. Ouais, Mais c'est là, vraiment- c'est expliquer comme ça, vois-tu, moi j'ai un scénario, là, j'ai quelque chose qu'il faut que je teste,
que je veux voir qu'est-ce que ça va donner comme rendu. Donc, je vais essayer le Sketches, voir si ça serait plus vite que faire mes déploiements, vérifier dans mes émulateurs ce que ça donne. C'est exactement ça. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a paru fondamental, mais la réaction dans la salle, ça avait l'air quand même de beaucoup plaire. Moi, je le vois un peu comme un linkpad quand on fait du link et pas avoir à créer un projet Visual Studio.NET pour faire des requêtes link. On a un petit linkpad. Sketchy, c'est un petit peu ça pour Xamarin. Puis il a été aussi introduit lors du keynote un peu comme un outil d'apprentissage. Aussi. Parce que là, on parle de C#. Nous, on est familier avec C#, tout ça. Mais il y a beaucoup de monde. En fait, on a assisté à quelques conférences, là, puis il y avait des choses basiques là, sur C#, sur XAML, tout ça. Puis je voyais les gens là, prendre des notes. Il y a des gens qui sont pas beaucoup familiers avec le langage C#. Mais c'est normal parce que c'est ils viennent par exemple d'un écosystème Java. C'est ça qui est... Moi, c'est une deuxième conclusion que je retire aussi de la conférence, c'est que c'est plus uniquement Xamarin qui dit hey, les développeurs Microsoft, Visual Studio C#, vous pouvez faire du natif sur d'autres plateformes. C'est de dire maintenant, hey, regardez Xamarin, nous, on a la technologie mobile cross-platform avec C#. Si vous connaissez pas C#, il va falloir l'apprendre pour faire du c'est pas uniquement, je veux dire... Mais quand tu viens d'un écosystème Java, la barrière n'est pas si haute que non, ça. Ce qui est difficile, c'est que toutes les améliorations que C# a, qui n'existaient pas en Java, que tu vas avoir à apprendre. Mais souvent, c'est plus ça, c'est les nouveautés du C# qui les déconcertent plus que la base. La base, ça ressemble beaucoup à Java. Au niveau du langage, il y a des particularités. Parce que ça aussi, c'est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui quitte le bateau Google, Java, en disant non, là, j'en peux plus, là, puis qui se disent, bon, mais ils veulent quand même développer du mobile, mais du monde, en fait, pas parce qu'ils en peuvent plus, parce que ils doivent maintenant déployer sur iOS, puis on leur dit, peut-être Windows Phone aussi, parce que, je sais pas moi, on déploie en Europe, puis Microsoft avec Windows Phone en Europe, c'est quoi? C'est 15% du marché, c'est pas négligeable, là. Donc, mais c'est vrai que moi, j'ai discuté avec quelques participants qui étaient là pour ça, là, parce que soit c'était des développeurs Android, on leur a dit il faut aller vers iOS, soit c'était des développeurs iOS, on leur a dit il faut faire du Android. Il n'y avait pas forcément de Windows Phone dans le champ, mais en tout cas, le fait est que plutôt que de réapprendre toute la technologie de l'autre bord, ils se sont dit on va passer par un step au-dessus, Xamarin, et donc aller avec le même code avec C# sur les deux plateformes. Fait que là, tu as des gens qui connaissent pas C#, qui connaissent pas la plateforme .NET, là, qui commencent à apprendre cette nouvelle plateforme-là. Donc, pour Microsoft, ce qui est intéressant, c'est que c'est des nouveaux développeurs .NET C# qui naissent S'ils sont smart, ils pourraient amener ce monde-là sur des projets Windows Phone, Windows 8 avec... les améliorations qui pourraient... là, je parle sans savoir, mais je pense que ce serait un bon move de Microsoft d'aller chercher ce monde-là et de leur dire, maintenant que vous avez une application avec Xamarin, Android et puis iOS, vous pouvez facilement faire le volet Windows Phone, mais peut-être plus tard, autre chose aussi. C'est envisageable à terme, d'ici quelques années, de penser qu'un Apple ou un Google ou un Microsoft pourrait décider d'acquérir Xamarin? Ça serait tellement dommage. Ouais. Ça serait tellement dommage. Théoriquement, il acquérait pour dire je veux couper pour pas que les autres utilisent. Non, pas nécessairement. Il y a pas grand monde qui vont pouvoir les acheter. Mais parce que je pense que la compagnie va valoir beaucoup de millions là, prochainement. Si leur année qui s'en vient se passe bien, leur valorisation va augmenter. Si par exemple Microsoft achetait Xamarin va être pris dans la mélasse, puis là, tu vas avoir les vendeurs, l'équipe de vente de Microsoft qui auront aucune idée c'est quoi, puis là, ça va mourir de sa belle mort, puis... Moi aussi, je vote pour pas de rapprochement plus que ça. L'aide et le partenariat technique, oui, mais je serais pas pour que Microsoft achète Xamarin. Je pense... quand on voit l'énergie et l'écosystème qu'il y a dans la conférence, on sent bien que c'est pas forcément justement du monde Microsoft, ou même pas du tout Microsoft, puis ça serait plutôt négatif pour ces gens-là, ce rapprochement ou ce rachat. Non. Donc qu'ils soient partenaires comme les autres, c'est très bon et ça continue comme ça. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont réussir à avoir énormément de funding. Premièrement, ils ont une base de clients qui est pas négligeable. Malgré le coût de licence, il y a une base de clients qui est énorme. Ils répondent à un vrai besoin, là. Capable de développer pour des applications mobiles, là. Tu sais,
j'ai mes préférences au niveau des plateformes, mais je me promène toujours. Pendant quelques mois, je suis avec un téléphone Android. Je reviens sur un téléphone iOS. Là, je vais être sur un téléphone iOS pour les prochains 4 mois, 5 mois. Pourquoi? Parce que faut quand même toujours se tenir à jour. Qu'est-ce que Apple font? Bon, c'est quoi leur stratégie? Puis le tester. Puis en tout cas, si tu veux faire du design, de l'architecture applicative, t'es mieux de comprendre les plateformes, comment elles fonctionnent, là. Donc, t'as comme pas le choix. En terminant, Oui, hein? C'est ça, comme ça. il y a quelque chose qui m'a impressionné, moi. Ah oui? Oui. Rencontrer Charles Petzold. Ah oui, hein? C'est quand même impressionnant. Ce monsieur-là, C'est qui? C'est un monsieur qui a écrit des bouquins de développement. Au moins une trentaine, je pense. Au moins une moi, trentaine. Puis les premiers, c'était sur Windows 3 ou même peut-être. Donc, développer des applications Windows. Moi, là, son livre, la version... Là, il y a eu plusieurs éditions, Ouais. là, mais l'édition 1 jusqu'à l'édition 5 ou 6, j'ai passé à travers ce livre-là parce que de 1989 à 1996, c'était la Bible que tout le monde lisait pour apprendre à programmer des applications Windows. Les Windows 3.0, 3.1, après ça, les Windows 95. Ouais. Et son livre, lui, est devenu une icône. C'est-à-dire que c'était le gars qui écrivait Puis le il en a livre. écrit des tonnes. Puis tout ce temps-là, c'était un auteur indépendant qui travaillait pas pour Microsoft. Nous autres, en tout cas, on a été surpris. Moi aussi, je pensais que c'était un employé Microsoft Non, qui écrivait tous ses livres. Il a été 20 ans à faire les nouvelles éditions de son fameux livre. Oui, Après ça, puis il a fait du XAML, WPF aussi par il a la écrit suite. d'autres livres. Puis un livre qui est bien, bien intéressant, qui est sur l'histoire du code. Ouais, ouais. Toutes les comment on code, c'est un livre. Fait Donc, il y a eu que- des projets comme ça un peu moins pécuniers parce qu'il avait fait beaucoup d'argent, le monsieur. Ouais. Fait que Monsieur Petzold, maintenant, il est à temps plein. Il travaille, c'est un employé de Xamarin. Donc, il s'occupe d'écrire un livre sur Xamarin.Form présentement. Donc, on a eu une petite édition preview. Oui, donc Puis c'est un on- livre pour Xamarin.Form. Puis au passage, allez voir sur le blog de Guy ou de moi-même, on mettra le lien. Ouais. Donc ce sera un e-book, puis ce sera gratuit. Ah, c'est Ouais, gratuit. c'est là, ça, moi, je suis en train présentement. de le lire. son Je livre. sais pas si la version finale sera gratuite Je sais pas, ou non. en attendant, en tout cas, il est gratuit. Anyway. Il est pas complet, mais il est gratuit. Puis ben c'est ça, de le rencontrer, Donc, de lui c'est serrer la main, intéressant puis aussi de le voir en tant que conférencier. Oui, il là. l'a présenté. Il présente super bien. Ah oui. C'est un monsieur qui est gêné. On lui parlait, il était assis à la table pour signer ses bouquins. Plus gêné ou moins, plus introverti. Là. Mais c'est quand même aussi un autre signe. Lui a vu Xamarin.Form, s'est dit, ça là, c'est la nouvelle technologie. Ouais. Puis ensuite, s'est dit, je vais écrire un livre là-dessus parce que c'est ce qui. Puis il faut dire qu'il connaissait bien aussi WPF, XAML et tout, donc c'était assez facile pour lui de faire le saut. Et il croit tellement qu'à un moment donné, il décide même de joindre la compagnie parce que la raison principale, moi, ce que j'ai entendu entre les lignes, pourquoi il a décidé de plus être indépendant, c'est qu'avant, il y avait une colonne dans la revue Visual Studio Magazine qui prenait pas mal de temps. Donc, puis là, on disait, ben, il faut accélérer, il faut qu'on fasse une diffusion plus vite. Puis on lui a probablement fait une offre financière qui pouvait difficilement refuser de dire, bon, OK, je fais le saut. Puis là-bas, il veut aussi, je pense qu'il va s'occuper ou superviser là, la partie documentation. ouais. Donc, Ça, c'est un gros défi. Là. Écoute, non, mais pas juste ça, mais ça démontre le sérieux de l'entreprise. L'entreprise Xamarin est allée chercher quelqu'un qui a une bonne réputation dans le milieu, qui a produit des choses extraordinaires. Puis moi, c'est déjà les commentaires que j'entends aussi, c'est que la documentation technique chez Xamarin est assez incroyable et elle est up-to-date là, vraiment en permanence. Ouais. Donc, ça sera comme mieux avec Charles. Fait que c'était mon petit coup de cœur en terminant. Moi, mon coup de cœur, c'est que je peux vous dire, je vois qu'il corrige les bugs. Ça, c'est, tu sais, pas des nouvelles fonctionnalités, on fait juste bien marcher ce qui devrait bien marcher. Ça, c'est... Ben, justement, dans une des soirées, on discutait avec le développeur principal sur Xamarin.Form, puis il expliquait un petit peu le cycle de release. Là. Puis là, ils sont sur un cycle présentement, en fait, suite à la conférence, là, de release de bugs, mais c'est un cycle hebdomadaire. Fait que ça va vite, là. Ouais. Globalement, pour avoir discuté un peu avec les employés Xamarin, en tout cas les employés techniques, ça a l'air de
ça a l'air de pondre du code du matin au soir et le samedi et le dimanche. À la joke, là, le cofondateur, pendant le keynote, disait que de toute façon, si l'employé se présentait pas le samedi, c'était pas la peine qu'il vienne le dimanche. Dans le sens où il parlait des semaines qui ont précédé la conférence, évidemment, où les gens ont travaillé extrêmement fort d'arrache-pied là pour monter toute cette conférence. Disons qu'ils ont le teint shipper les pâle, features. très pâle. Ils ont l'air d'en arracher. Mais ça, c'est un autre danger. Il faut quand même que tu peux Non, pas... pâle en étant pas obligé de travailler des heures de fou, là, mais Ils vont pas en vacances, là. Ils sortent pas, c'est genre, c'est qui sont dans leur cubicule. C'est des là. passionnés. Mais ça aussi, Ouais. quand on parle de rapprochement avec Microsoft, il y aurait pas tout ça, là. Eux, ils sont quasiment en mode start-up, là. Ils travaillent fort, ils aiment ça. Les gens y croient. Ouais. Ben écoute, on te remercie, Laurent. Merci à vous. Puis, Guy a été plus que co-animateur, Ouais, était ouais, quasiment participant. T'es co-invité. J'étais, co-invité. Ouais. On va dire ça. Puis, ben nous, c'est une émission qu'on va mettre en ligne très prochainement, là, donc au mois d'octobre, et on va revoir nos auditeurs en novembre. Puis encore une fois, 10 ans de podcast. Bravo. Il n'y a pas de gâteau. Je vois pas de gâteau sur la Du table. champagne. À la prochaine. Salut. Bye bye. Pickles and Nuges.